Nous irons au palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est entretenu avec une délégation du FMI, le Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire, pour effectuer la troisième revue dans le cadre de la facilité de crédit. Des précisions dans quelques instants. La Côte d'Ivoire abrite à partir de lundi 25 mars prochain la 6e réunion conjointe de la conférence des ministres des Finances, de la planification du développement. Et pour participer à cette réunion, les hôtes de marque sont ici en Côte d'Ivoire. Dans ce 20h, nous irons au Sénégal où un colloque a été consacré à un hommage rendu au Martiniquais Aimé Césaire. Nous en parlerons dans une trentaine de minutes. Et comme tous les samedis, dans le 20h, de la littérature avec un invité, Koulibaly Sédiougou. Il est l'auteur de l'œuvre qui a pour titre « Réflexion sur la stratégie pour sauver les PME et BTP en Côte d'Ivoire ». Nous en parlerons également dans une trentaine de minutes. Et bien voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce tour complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par le palais présidentiel où la délégation du FMI en mission en Côte d'Ivoire a été reçue par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le compte rendu de Viviane Agnimen. Les indicateurs de l'économie ivoirienne sont bons. C'est l'observation faite par la mission du FMI présente en Côte d'Ivoire pour effectuer la troisième revue dans le cadre de la facilité de crédit démarrée en novembre 2011. La mission d'experts du FMI a été reçue dans la matinée de ce samedi au palais présidentiel pour rendre compte des avancées de ces travaux au président de la République. Les conclusions sont des plus optimistes, à savoir qu'au cours de l'année 2012, les efforts entrepris par le gouvernement sous la direction du président de la République Alassane Ouattara pour le redressement de l'économie nationale sont à féliciter. De ce fait, les perspectives sont favorables. 2013 incite à l'optimisme. La Côte d'Ivoire est désormais sur le chemin de retrouver la confiance des institutions financières internationales. Il y a eu une bonne année 2012, avec notamment une forte croissance, une croissance plus importante que ce qui avait été prévu lors de la mission. Cela aura des effets positifs, y compris pour le citoyen et les citoyennes de Côte d'Ivoire, avec plus de revenus, plus d'emplois et plus de moyens pour lutter contre la pauvreté. Nous avons aussi constaté des avancées importantes en matière de réforme. Il y en a pas mal, mais j'en citerai deux exemples seulement. L'avancée de la réforme et les bons résultats de la réforme sur la filière cacao. Et puis aussi un certain nombre de réformes pour améliorer le climat des affaires et faciliter l'engagement du secteur privé au soutien de la croissance en Côte d'Ivoire. Et à cet égard, nous sommes très confiants que les bonnes perspectives que nous voyons pour 2013 se termineront par des bons résultats en fin d'année sur 2013. Restons sur place au palais présidentiel où les ministres marocains et ivoiriens ont échangé en présence du chef de l'État les temps forts de cette rencontre avec Viviane Agnimen. Dans le cadre du séjour du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire, qui se poursuit, une réunion ministérielle s'est tenue ce vendredi après-midi au palais présidentiel. Les ministres marocains, membres de la délégation du roi Mohamed VI, à savoir les ministres des Affaires étrangères, de l'Agriculture et de la Pêche, délégués à l'Intérieur, du Transport et de l'Équipement, du Tourisme, de la Santé, des Affaires religieuses, plus 2 conseillers spéciaux du roi, participaient à cette réunion qui se voulait une rencontre d'échange avec leurs homologues ivoiriens pour approfondir les différents domaines ayant fait l'objet de signature d'accords de coopération entre les deux pays. Le président de la République, dans une adresse d'introduction, s'est félicité de cette rencontre qui va permettre aux deux pays d'aller plus loin dans leur coopération. Il a souhaité que cet échange permette aux ministres ivoiriens de s'inspirer de l'exemple marocain, car le Maroc est un pays qui a su se moderniser très vite. Après ce mot d'introduction du président de la République, la réunion entre ministres marocains et ivoiriens s'est tenue sous la conduite du Premier ministre Daniel Kablan d'un camp. Au sortir, les deux parties ont déclaré s'être enrichis mutuellement. Sur votre instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous avons assisté à une belle réunion technique à présider avec brio, Monsieur le Premier ministre.
Et nous avons en plus des sujets qui ont été évoqués depuis l'arrivée de Sa Majesté et de la délégation marocaine. Nous avons approfondi d'abord je dirais, les espaces et les perspectives de coopération dans les secteurs qui ont fait l'objet d'accords, mais également les autres secteurs qui vont être explorés et dans les lieux, je l'espère, on l'espère tous, à un avenir de partenariat exemplaire entre deux pays qui se respectent, qui s'aiment. Nous venons d'analyser au moins une vingtaine d'accords qui pourront être examinés et signés. On a convenu qu'au mois donc, de mai, il va y avoir une réunion donc, des experts qui va se réunir au Maroc pour examiner ces différents accords. Et au mois donc, de juin prochain, disons qu'il va y avoir la grande commission mixte qui va se tenir ici à Abidjan avec la signature de tous ces accords. Donc on note un renforcement de la coopération entre nos deux pays. Et je notais d'ailleurs au cours de la réunion que les hommes d'affaires marocains actuellement ici au niveau de la Côte d'Ivoire font un gros travail. Je suis allé visiter donc l'unité marocaine, le projet marocain de construction d'une cimenterie de 500 000 tonnes et dans une première phase qui a passé à 1 million de tonnes, avec aussi la possibilité donc, de construire des logements au niveau de la Côte d'Ivoire entre 10 000 à 20 000 logements. Donc les secteurs donc, de coopération sont nombreux et je pense qu'il y a une dynamique nouvelle qui fera en sorte que vraiment l'axe Rabat-Yamoussoukro va donc se développer, se renforcer fortement. Le roi du Maroc, Mohamed VI, poursuit donc son séjour en Côte d'Ivoire et hier en début d'après-midi, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son épouse lui ont rendu une visite de courtoisie. Rappelons que Sa Majesté, roi du Maroc, est en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, le Maroc. Et puis la Côte d'Ivoire abrite à partir de lundi 25 mars prochain la 6e réunion conjointe de la conférence des ministres des Finances, de la planification et du développement. Et pour assister à cette réunion, Dlamini Zuma, président de la commission, et le secrétaire général adjoint de l'ONU, Carlos Lopez, sont à Abidjan depuis cet après-midi. Ils ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le Premier ministre, Daniel Kablan en Duncan. Et sur place, à l'aéroport, notre reporter Doua Delazer a recueilli quelques réactions. Elle dit qu'elle est tout à fait heureuse d'être venue ici et d'avoir été accueillie par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et elle indique également sa satisfaction de voir que les choses se normalisent depuis la fin de la crise qui est intervenue en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays qui est la locomotive de l'Afrique dans beaucoup de domaines, un pays qui a un poids très important, qui reprend avec cette réunion le rôle qui est le sien, un rôle de moteur pour les discussions aussi sur l'industrialisation en Afrique. L'Afrique doit cesser d'exporter ses produits sans qu'ils soient transformés. Et donc cette réunion analysera dans tous les détails les implications du point de vue des politiques pour qu'on puisse vraiment arriver à un moment de transformation des économies africaines. D'autres personnalités sont attendues à cette 6e réunion conjointe de la conférence des ministres des Finances, de la planification du développement économique qui s'ouvre lundi prochain ici à Abidjan et qui a pour thème l'industrialisation au service de l'émergence de notre continent, le continent africain. Et puis le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a effectué une visite exploratoire à Bordeaux en France et au cours de cette visite, le gouverneur du district d'Abidjan, qui est accompagné de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis, ils ont été reçus par l'ex-premier ministre Alain Juppé, maire de la ville de Bordeaux. Le gouverneur Begré-Mambé et Alain Juppé ont échangé sur des sujets de coopération décentralisée entre Bordeaux et Abidjan, notamment en matière de développement, d'aménagement urbain, en matière de salubrité urbaine et de gestion des déchets ménagers. Le compte rendu complet dans nos prochaines éditions. Un retour ici en Côte d'Ivoire et direction Yamoussoukro où les gestionnaires des points d'eau ont été invités à mettre un accent particulier sur la qualité de l'eau depuis la pompe jusqu'à la consommation. Des précisions avec Kwadio Kwame de la station RTI Boaké. L'eau, source de vie, mais la consommation de l'eau de mauvaise qualité peut entraîner la mort.
Composante essentielle du développement durable, une gestion saine de l'eau, de la pompe à la bouche, s'impose pour son utilisation et sa consommation. Et cela revient à celle à qui il incombe la corvée d'eau dans les familles. La session de renforcement des capacités des fontainières de l'hydraulique villageoise est une œuvre éducative en vue d'éviter des pratiques néfastes et adopter de bonnes notions d'hygiène en milieu rural. Les femmes dans nos villages, lorsqu'elles vont chercher l'eau, elles remplissent les bassines. Et lorsqu'elles vont à la maison, pour ne pas se faire mouiller, elles coupent des branches qu'elles mettent dans l'eau. Mais ces branches-là sont déjà sales, sont polluées. Donc vous contaminez l'eau. L'eau qui est sortie de la pompe pure et saine, l'eau n'est plus pure et saine à la consommation. Ce qui entraîne souvent des maladies, les maladies hydriques, les maladies liées à l'eau. Les femmes ainsi formées auront à lutter contre les pannes fréquentes des pompes villageoises, à participer aux objectifs du millénaire en permettant l'accès à l'eau potable pour tous. En Côte d'Ivoire, la réparation des pompes villageoises est confiée à la SODECI. Il faut noter que les points d'eau ne servent pas à abreuver les animaux, à faire la lessive et la vaisselle. À terme, ce sont plus de 16 000 femmes qui seront formées partout en Côte d'Ivoire. Ici, dans le district d'Abidjan, certains feux tricolores ne marchent pas. Et sur les 228 installations, plus de 100 ne sont pas opérationnelles. L'information a été donnée par le directeur de la gestion des réseaux de l'agence de gestion des routes. Il faut le dire, les pannes de ces feux tricolores causent de nombreux embouteillages et accidents dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Francis Boifo nous en parle. Assurer la fluidité du trafic routier et garantir la sécurité des usagers. C'est le rôle des feux tricolores installés aux intersections des voies. Si certains feux fonctionnent correctement, comme c'est le cas à Angré dans la commune de Cocody, d'autres ne le sont pas. À Adjamé, sur le boulevard Nangui à Brogua, aucun dispositif de signalisation n'est opérationnel. Ça fait 4 ans que les feux ne marchent pas. On a des ennuis. On nous crée des embouteillages ici. Même constat à Siporex, dans la commune de Yopougon. Les feux installés à ce carrefour sont passés tous au noir et cela est visible sur les autres artères de la commune. Il n'y avait pas de feu, il y a eu un accident à la Siporex ici. Il y a une voiture qui a garé devant moi brusquement. Il y avait un piéton qui traversait. Donc quand il est venu, moi je me rends compte qu'il était là, il fait trop tard. Il est tapé par derrière. Plateau. Le centre des affaires est également confronté au dysfonctionnement des feux tricolores. On peut le constater, le feu est rouge à la fois vert et rouge. On ne comprend rien. On ne sait pas si on passe ou on s'arrête. Si on passe, la voiture va nous écraser, voilà un peu. C'est dommage. Interpellé, le directeur de la gestion du réseau de l'AGEROUTE s'explique. Il indique que sur les 228 feux à Abidjan, 51%, soit 116, sont non fonctionnels. Le parc que nous avons a été installé dans les années 80. Les pièces que nous disposons n'existent même plus dans les pays développés. Le fonds d'entretien routier a mis en place un budget pour faire l'étude du système intelligent, qui est totalement différent de l'ancien système que nous avons. Par la suite, cette étude va aboutir à la mise en place progressive des feux intelligents. En attendant la réhabilitation des feux sur l'ensemble du territoire national, le directeur de la gestion du réseau de l'AGEROUTE invite les usagers à se conformer aux instructions des éléments de la police chargés de réguler la circulation. Et à Bouaké, l'insuffisance, voire l'absence des feux tricolores, feux de régulation de la circulation, cause plusieurs cas d'accidents dans la région du Bouaké. Parmi les caractéristiques des routes de Bouaké figurent des feux tricolores délabrés ou inexistants, le manque de panneaux de signalisation. Créés pour assurer la sécurité des piétons, des usagers, des véhicules et améliorer la fluidité de la circulation, les feux tricolores n'existent que de nom dans la capitale du centre. Certains sont hors service depuis 2002. Sur 15 feux que comptait Bouaké, seuls 2 fonctionnent. C'est tout petit, côtoie la mort au quotidien. Il n'y a personne.
pour nous faire traverser. Nous-mêmes, on passe comme ça. Il y a beaucoup d'accidents. Chaque matin, pour faire traverser les enfants là, une fois qu'on siffle, les motos-taxis, les taxis là ne veulent pas s'arrêter. Ils renversent les enfants souvent. L'absence de feux de signalisation apparaît comme l'une des causes fondamentales des accidents. 694 accidents de la route en 2012, selon les statistiques des sapeurs-pompiers militaires, dont 80% causés par les mototaxis. La priorité à droite, qui est une courtoisie en matière de circulation routière, manque cruellement sur les routes. Les sens interdits ne sont pas respectés non plus. La majeure partie de tous ceux qui roulent au vidéo à bloquer ne connaissent pas le code de la route. Ça, c'est un. Et de deux, il faut leur donner une nouvelle éducation par rapport aux feux tricolores. Ils ne connaissent même pas même. Il y en a même qui n'ont jamais vu les feux tricolores. Pour la sécurité de tout un chacun, on a besoin des feux tricolores. Il y a d'autres qui viennent comme ça, c'est tout un anarchie. Nous, les nouveaux chauffeurs comme ça, là, quand il n'y a pas de feu, tu veux traverser, au même moment, les piétons veulent traverser. Donc, on va essayer de trouver une solution à ce problème-là. Le manque de feux tricolores ou de panneaux de signalisation à certains carrefours aux heures de pointe inquiète. D'où l'alternative de fixer momentanément des agents de l'unité de régulation de la circulation URC. Parfois, ceux-ci ne sont pas épargnés par les accidents de la route. Dans ces conditions, sommes-nous certains de sortir et de rentrer sains et saufs? Il est impérieux que les responsables de la gestion du patrimoine routier se manifestent surtout en cette période de fête. C'était Kwadjo Kwame. La communauté internationale célèbre ce samedi la journée mondiale de la tuberculose. Les cas dépistés sont passés de 22 000 en 2011 à plus de 24 000 en 2012. Cette journée de sensibilisation est une occasion pour les médecins de préconiser des traitements rigoureux pour venir à bout de cette maladie qui demeure un problème de santé publique. Beke Aliko et Delphine Oubla pour le commentaire. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie qui touche les poumons. En 2012, près de 2000 personnes en sont mortes. Pourtant, cette maladie se guérit à condition que le patient suive le traitement régulièrement. Les 2 premiers mois, on utilise une association de 4 médicaments. Les 4 autres mois, c'est une association de 2 médicaments. Et donc, on utilise cette combinaison qui rend efficace le traitement au bout de 6 mois. Les médicaments antituberculeux coûtent 50 000 francs CFA par malade, soit 2 milliards de francs CFA par an, pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire et les bailleurs de fonds. Les intrants de laboratoire qui permettent de faire le diagnostic sont également acquis par l'État ou par les partenaires. En 2012, près de 24 000 malades de la tuberculose ont été dépistés. L'État encourage les Ivoiriens à faire donc le dépistage précoce. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, était récemment dans la région de Touba pour partager des messages dans le cadre de la Journée internationale de la femme célébrée récemment en Côte d'Ivoire. Les temps forts de cette rencontre de Touba avec Delphine Bla. Maïs, haricots, soja, manioc. Nous sommes à la place Siboué de Touba, transformée en marché à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Tous les produits du dur labeur des femmes sont exposés pour attirer les visiteurs. Ces femmes sont déterminées à gagner leur vie à travers les travaux champêtres. Avec tous ces encouragements que nous recevons par nos autorités de ce pays, nous sommes debout et nous resterons debout. Il n'aura jamais faim en Côte d'Ivoire. À Touba, en plus du secteur vivrier, d'autres femmes s'intéressent au métier de la mécanique. Ce sont ces braves femmes qui ont reçu la visite du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne Ouloto leur a rendu hommage. Partout dans nos marchés, nous avons nos sœurs de Touba, nos sœurs Maouka. Elles sont toujours présentes dans le milieu du commerce, dans le milieu du vivrier, et elles se battent tous les jours à côté de leurs sœurs pour nourrir la population ivoirienne. Et nous avons voulu rendre hommage à ces femmes de Touba. Pour accompagner ces femmes rurales à lutter contre la pauvreté, un don de matériel agricole, de couture et de coiffure. Valeur 20 millions de francs CFA, un geste de la première dame Dominique Ouattara. Ces dons de la première dame s'inscrivent dans sa vision qu'elle a pour les femmes de Côte d'Ivoire en général et pour toutes les populations de Côte d'Ivoire.
elle a toujours soutenu ses sœurs en leur offrant plusieurs dons pour les encourager, pour les aider dans leurs préoccupations quotidiennes, mais tout cela pour dire que la Première Dame veut appuyer ses sœurs. Fait marquant, la Journée internationale de la femme dans la région du Bafing, un défilé des femmes de différentes corporations, occasion de magnifier celles qui donnent la vie. Eh bien, les femmes des médias ont été invitées par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, à une causerie débat à l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'ISTC. Ce débat s'est articulé autour du thème « Femmes des médias ensemble pour une Côte d'Ivoire nouvelle, mais surtout réconciliée ». Compte rendu, Maïsako. Journée spéciale pour les femmes des médias dans l'enceinte de l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'ISTC. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a félicité pour leur travail les femmes qui font et animent l'univers de la communication en Côte d'Ivoire. Tout en les appelant à cultiver l'humilité et la générosité, Afoussiata Bamba Lamine a encouragé les femmes du monde médiatique ivoirien à montrer l'exemple à travers leur engagement et leur talent au service de la communication pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Autant la plume peut unir, autant elle peut diviser. Autant nos écrits, nos propos peuvent guérir, autant ils peuvent heurter. C'est pourquoi vous devez soutenir et encourager nos populations dans leur quête de paix, de réconciliation et de développement. Aux anciennes générations, telles des mères, vous avez l'obligation d'unir les plus jeunes, de les orienter, de les bercer de vos conseils et d'être la lanterne qui guide chacun de leurs pas vers les plus hauts sommets. Des pionnières de la communication ont gratifié la cérémonie de témoignages édifiants bâtis autour de leur expérience et leur passion pour le métier qu'elles exercent. D'autres dévancières et femmes de médias issues de la nouvelle génération ont également échangé sur leur parcours. Les femmes se disent dans l'ensemble honorées par cette initiative de la ministre de la Communication. C'est jamais vu rassembler comme ça, un ministre rassembler des femmes de la communication. Vraiment, ça me va droit au cœur. Elle connaît ce que le métier de journalisme représente. Donc elle pense que nous sommes des femmes importantes dans la société. Il y a un rôle à jouer pour les femmes de médias. Il faut que nous occupions la place et que nous puissions remplir la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire faire vivre la communication. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a remercié les femmes de médias, non sans les exhorter à continuer dans le sens du travail bien fait afin d'ouvrir la voie aux générations futures. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a lancé officiellement ses activités et pour cette année 2013, le cap est mis sur le professionnalisme. La formation et l'amélioration des conditions de vie des journalistes sont également des priorités pour le président de l'UNJCI, Landry Pono. Une année 2013 très chargée pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le conseil exécutif de l'UNJCI, présidé par Traoré Moussa, dévoile les grandes articulations de ses actions pour l'année en cours. Le 3 mai, et pour la première fois, nous allons célébrer de façon spéciale, en collaboration avec les autres organisations et associations de journalistes ivoiriens, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Du 4 au 7 juin, l'UNJCI sera à Dublin, en Irlande, pour participer au congrès de la Fédération internationale de journalistes, FIJ. À la fin de ce mois de juin, nous mettons en place notre plan pour le logement des journalistes. D'ores et déjà, nous avons demandé au gouvernement d'inscrire les journalistes parmi les premiers bénéficiaires des logements sociaux. Le clou des activités de l'UNJCI sera la soirée des ébonies prévue pour le 7 décembre 2013. Elle récompensera les meilleurs journalistes de cette année, des journalistes qui veulent tendre vers le professionnalisme. Après une formation, 50 d'entre eux ont reçu leur diplôme. Nous devons montrer aux formateurs que les sacrifices consentis pour nous former se ressentiront dans nos écrits pour une presse plus performante, ambitieuse et prospère. Une presse plus professionnelle avec des journalistes plus épanouis, c'est le défi que veut relever l'UNJCI pour cette année 2013. La journée météorologique mondiale est célébrée ce samedi et cette édition 2013 a pour thème « Assurer la veille pour protéger les personnes et des biens ». Cette journée a été marquée par la signature d'un protocole d'accord entre le district d'Abidjan et la Sceaux d'Exam. Le point avec Hugues Hervé Blé.
À l'occasion de la journée météorologique mondiale, le district d'Abidjan et la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique ont choisi de formaliser leur collaboration. Le protocole d'accord signé cette fin de semaine permettra au district et à la SODEXAM de mener différentes activités avec pour objectif prévoir les catastrophes naturelles et protéger ainsi les personnes et les biens contre celles-ci. La SODEXAM étant la structure nationale de la météo va apporter donc tout son savoir-faire pour soutenir donc évidemment les districts, mais au-delà des districts, les communes. Travailler à une prévision de ce temps et de ce climat-là est important. Lorsqu'on sait à l'avance qu'il y aura une pluie torrentielle, on prend les dispositions. On avertit tous ceux qui sont sur les versants, qui habitent de part et d'autre. Prenez vos dispositions. Soit on les déguerpit au départ. S'ils ne veulent pas, on force. Le souci du district d'Abidjan, c'est le bien-être de la population. En 2012, déjà, la SODEXAM a distribué aux mairies des pluviomètres. Les mesures effectuées sur le territoire des communes ont permis d'élaborer un bulletin qui détermine pour chaque commune le risque d'avoir des inondations 3 jours à l'avance. L'union du district d'Abidjan et de la SODEXAM devrait permettre de réduire le risque des pertes en vie humaine et de destruction de biens matériels dus à des catastrophes naturelles d'origine climatique. Parlons maintenant de promotion de la lecture dans les salons de coiffure, une façon d'inviter les femmes à s'intéresser davantage à la lecture. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, cette promotion de la lecture se poursuit. Direction à Bengourou avec Ali Diarasouba. Une jeune fille habillée en princesse, symbole de la cité royale d'Abengourou, pour donner le top départ de cette campagne de promotion du livre, l'opération Femmes et Lecture, œuvre de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Se faire belle et lire au même moment, c'est joindre à l'utile à l'agréable, d'où l'installation de ces bibliothèques dans des salons de coiffure. Pour cette opération à Bengourou, 4 salons de beauté ont bénéficié de l'installation de bibliothèques. Pour Fosseni Dambélé, directeur de cabinet représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie à la cérémonie officielle du lancement de l'opération Femmes et Lecture dans l'Indénié Djoablin, le livre est un formidable instrument de culture. Tous les autres intervenants le diront, à l'instar de Tano Marguerite, député d'Abengourou commune. Le livre participe à la construction de la conscience des collectivités. Sa promotion est donc salutaire. Dans ce projet, l'initiateur, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, a été appuyé par l'Alliance franco-ivoirienne et l'Institut Goethe. Adiman Chantal, directrice de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, est formelle. Ce n'est que le début pour cette opération qui vise à rendre le livre accessible aux femmes. Aussitôt installées, les bibliothèques dans ces salons de beauté intéressent plus d'une. Un pas est franchi pourvu que le deuxième suive, celui de l'alphabétisation de beaucoup d'entre ces femmes illettrées, afin qu'elles aussi aient la chance de se coiffer et lire. Bonsoir, M. Koulibaly Sédjougou. Bonsoir, M. Moudou. Alors, vous avez écrit là sur une réflexion sur les stratégies pour sauver les PME. Mais avant, on vient de voir l'élément là sur la promotion de la lecture dans les salons de coiffure. Est-ce que ça vous inspire? Une très belle initiative pour permettre à chacun maintenant d'apprendre à lire et dans toutes les circonstances. Alors, vous pensez que ça peut marcher? Ça peut marcher avec la volonté de tout un chacun. Et la volonté de tout un chacun. Alors, nous y reviendrons. Alors, les pays francophones ayant en partage le français viennent de célébrer la francophonie et l'une des réflexions porte sur la question de la cohabitation entre la francophonie et les langues maternelles. Peut-on parler de cohabitation solidaire entre la langue de Molière et les langues nationales? La réponse avec Marie-Laure Ongora. La francophonie est un outil de coopération orienté vers le développement. La Côte d'Ivoire, membre de la francophonie, a pour langue officielle le français. Héritage linguistique colonial, la langue de Molière, comme dans certains pays francophones, cohabite avec d'autres langues nationales. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas moins d'une 60aine. La langue française est notre langue officielle, elle nous permet de communiquer. Mais là où il pourrait y avoir antipathie, c'est au niveau de l'utilisation exclusive de cette langue-là qui tend à mettre nos langues au second plan. Cela fait que la francophonie appelle nos langues partenaires, alors que nos langues nous permettent d'avoir notre identité
propre à nous pour mieux nous approprier les idéaux et les valeurs justement de cette francophonie. Donc il serait important que la francophonie appuie le développement de nos langues pour que nous puissions, comme les deux mains, nous laver mutuellement. Promouvoir la francophonie en prenant en compte les langues maternelles dans la politique d'alphabétisation. La stratégie est déjà appliquée dans certains pays d'Afrique francophone. En 2012, la francophonie a lancé un important programme, Élan, École et langue nationale en Afrique. Ce programme est à un stade expérimental dans 8 pays africains, dont le Burkina Faso, dont le Bénin, dont le Mali. Ce programme vise à instaurer le bilinguisme dans certaines écoles dans le milieu rural, de sorte que les enfants sont enseignés en français, mais également, à côté du français, sont enseignés dans leur langue nationale. Et ils sont nombreux, les linguistes dans les pays francophones, à affirmer que si la maîtrise de la langue française constitue une clé essentielle pour l'accès au savoir, au développement dans les États qui l'ont choisi comme langue officielle, là où le français cohabite avec d'autres langues maternelles, une alphabétisation ignorant ces dernières serait inefficace. Parlons maintenant de cette réflexion sur la stratégie pour sauver les PME et BTP en Côte d'Ivoire. C'est une œuvre littéraire mise sur le marché par M. Koulibaly Sédiougou. Alors, pourquoi une telle réflexion? Merci, M. David Mobio. Avant de prendre la parole, je vous dirais merci de me recevoir ici. Et à travers vous, dire merci à la direction de la RTI. Une réflexion sur la stratégie pour sauver les PME de BTP en Côte d'Ivoire. Ce titre paraît un peu long, probablement, mais il faut expliquer au grand public. Le PME, c'est les petites et moyennes entreprises et le BTP, c'est le bâtiment et les travaux publics. C'est ça. Voilà. Alors pourquoi une telle réflexion? Vos motivations en écrivant ce livre, on peut le dire ainsi. Ok. Après plus de 24 ans, je suis ingénieur des travaux publics, d'exercice dans le bâtiment et les travaux publics. Je me suis rendu compte que les entreprises de bâtiment et travaux publics piétinent. Ça n'avance pas. Nous avons énormément de problèmes. Alors je me suis dit, il faut que j'écrive pour expliquer un peu les problèmes que nous rencontrons et voir dans quelle mesure, susciter des discussions avec les uns et les autres pour que jaillisse, pour une fois pour toutes, la stratégie à adopter pour que les PME puissent s'en sortir. Alors pourquoi pensez-vous que les PME doivent être sauvées et de quoi en fait? C'est les difficultés que nous rencontrons. Et ces difficultés sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord le manque de professionnalisme de certains d'entre nous. Il faut avoir le courage de le dire. Nous travaillons, mais on se rend compte dans notre propre sein qu'il n'y a pas assez de professionnalisme. Donc il faut que cela se corrige. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Parce qu'on peut considérer ça comme étant des affirmations qui ne se justifient pas. Ou parler de manque de professionnalisme. Est-ce que vous pouvez avancer des cas, un exemple concret sur le terrain? Sur le terrain, j'ai l'habitude, quand je circule dans Abidjan, quelquefois de m'arrêter. En tant qu'ingénieur des travaux publics, je prends le cas le plus simple de Pointe-à-Temps. Les trous que vous voyez dans la ville d'Abidjan ou partout ailleurs. La méthode, vous voyez, quand on les répare, 2 semaines ou 3 semaines après, les trous réapparaissent. Ça veut dire que ça a été mal fait. Mal fait par les exécutants. Quelquefois, je m'arrête. Et quand je connais le responsable de l'entreprise, je l'appelle pour qu'il parle à son chef d'équipe, qu'il me permette d'intervenir. Mais il faut vous assurer que les moyens nécessaires ont été mis à la disposition aussi de l'entreprise aussi. Oui, mais il faut d'abord savoir que pour aller sur le chantier, il y a des moyens, il y a des moyens humains, le moyen matériel et les fournitures. Il faut exiger les moyens nécessaires. Il faut exiger les moyens nécessaires. Le personnel peut être là, mais s'il n'a pas les moyens matériels, le travail sera mal exécuté. Et même si le personnel est là, il peut aussi que le personnel ne sache pas comment il faut exécuter le travail. Donc, de temps en temps, je m'arrête et je leur explique que voilà comment il faut travailler.
Je prends par exemple le cas Palpa dont vous avez parlé, par exemple le cas de premier pont au Yopougon. Je passais, j'ai vu que les gens étaient en train de faire la mise en œuvre du sol ciment. Et je crois que c'était l'entreprise du ministre Sigidé. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, ben, grand frère, voilà ce qui se passe sur ton chantier. Il m'a dit, fais ce que tu peux faire pour que ça marche. Les gens formaient déjà le sol ciment sans la bonne teneur en eau. Si la teneur n'est pas bonne, et dès qu'il va pleuvoir, le matériau va gonfler. Il va prendre de l'eau, il gonfle, et vous allez voir que tout va partir. J'ai passé une demi-journée avec eux, et vous voyez que depuis 2 ans, au sable du Yopougon, ça marche. Alors, vos propositions, oui, vos solutions? Mes propositions, c'est la formation. Il faut que tout le monde accepte de se former. C'est d'abord ça. Ensuite, nous avons des problèmes énormes, nous les PME, des moyens d'investissement que nous n'avons pas. Nous demandons que les banques, l'État ou la CGCI, qui est notre fêtière principale, mettent à notre disposition des moyens ou des fonds de garantie qui peuvent nous permettre de travailler. Ensuite, il faut que l'État, qui est notre plus gros client, accepte de payer nos factures dans le temps réel. Parce que sans ces factures, nous ne pouvons pas, sans ces factures réglées, nous ne pouvons pas travailler. Et si ces factures sont réglées, M. Mobio, je vous dis, nos problèmes, ou les problèmes dont je parle dans l'essai, seront résolus à peu près au minimum à 50%. Donc il faut que nos factures soient réglées. C'est tout ça le vrai problème. C'est ça le véritable problème. Oui. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez que les lecteurs retiennent de cette œuvre littéraire? Je voudrais que les gens retiennent de ce document que je ne suis pas venu pour donner des leçons, ni pour critiquer qui que ce soit. Ce que je veux que les gens comprennent, il y a des problèmes dans notre domaine. Nous demandons et nous suscitons la discussion autour de tout ce que nous rencontrons comme problème. De telle sorte que les bailleurs de fonds, les donneurs d'ordre, les bureaux d'études, les PME se réunissent et discutent pour que, dans le futur, les populations veulent des routes, des bonnes routes, carrossables à tout moment, qu'on puisse mettre à la disposition des populations ivoiriennes des routes qui tiennent. Donc c'est ce que je veux que les gens retiennent pour le moment. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Mobio. Rendons-nous maintenant au Sénégal où un colloque a été consacré à un hommage rendu au poète martiniquais Aimé Césaire. Professeurs, membres de sa famille et des personnalités sénégalaises et françaises ont réussi le pari. Rendre hommage à Aimé Césaire au Sénégal et non en Martinique. Un retour aux sources initié par l'Organisation internationale de la francophonie. Tout un symbole pour les héritiers de la négritude, convaincus que le mouvement ne s'éteindra jamais, même si peu de personnes en parlent aujourd'hui. La négritude a été connue pour sa nature revendicative. Il s'agissait d'affirmer l'existence et l'être et la valeur des civilisations noires. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce qui monte en surface, c'est aussi l'autre versant de la négritude qui était l'universalisme profond que porte la négritude. Une conviction réaffirmée ce vendredi à Dakar à la clôture du colloque organisé pour célébrer le 100e anniversaire de naissance du poète et homme politique martiniquais. Une occasion pour nombre d'Antillais de retrouver l'Afrique. Il ne s'agit pas de venir habiter rétrospectivement la négritude, il s'agit de créer, de produire ce qui aujourd'hui nous permet d'apporter des réponses à l'état du monde. Pendant 4 jours, le colloque a retracé un voyage qui a commencé en septembre 1931 quand Aimé Césaire rencontre dans les couloirs du lycée Louis-le-Grand à Paris un certain Léopold Sédar Senghor. Un long voyage pour raviver la flamme de la négritude qui commençait à s'éteindre depuis un jour d'avril 2008 avec la disparition d'Aimé Césaire. Voilà, le pape François et son prédécesseur Benoît XVI se sont retrouvés aujourd'hui
dans la résidence pontificale d'été au sud de Rome en Italie. Rappelons que le pape François a été élu le 13 mars dernier après la démission de Benoît XVI. Le nouveau souverain pontife, pape François, a été intronisé donc le 19 mars au Vatican en présence de plusieurs personnalités venues du monde entier. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était représenté à cette cérémonie d'intronisation par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Fin de ce 20h préparé par l'ensemble de la rédaction, supervisé par Thérèse Tapeyoboué et réalisé par Konaté Krossina. Merci de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Abiba Dambélé.